Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui bouleverse profondément la matière dont les organisations conçoivent leur performance. Il s'agit de l'expérience employée. Dans un monde où les transformations s'accélèrent, où la technologie redistribue sans cesse les cartes, une évidence s'impose: sans collaborateurs engagés, valorisés et alignés avec les valeurs de son organisation, aucune stratégie ne peut tenir sur la durée. Alors pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Luc Lachapelle, qui est vice-président conseil de la pratique transformation, culture et changement du cabinet Agenda, qui est basé à Québec et à Montréal, et bientôt présent à Paris. Alors avec plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des organisations, Luc a su faire dialoguer performance économique et performance sociale, et en plaçant l'humain au cœur des organisations et des transformations. Alors avec lui aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'expérience employée n'est pas qu'un concept RH, mais un véritable levier stratégique pour bâtir des organisations plus résilientes, plus innovantes et surtout plus durables. Luc, je suis enchanté de t'accueillir dans cette émission. Bonjour Luc. Bonjour Johan, merci infiniment de m'accueillir aujourd'hui. Alors, est-ce que pour les auditeurs qui, alors certains peut-être te connaissent et d'autres ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours et les étapes clés qui t'ont amené à t'intéresser à l'expérience employée? Ouais, bien sûr. Alors, Luc Lachapelle, j'ai un parcours, je dirais, surtout très, très, très naturel, plutôt très atypique aussi en même temps. Bon, j'ai toujours été attiré, intrigué par les grandes questions sociétales, humaines. J'ai une formation qui, a priori, peut sembler un peu atypique. J'ai complété un baccalauréat puis un master en philosophie il y a bien des années de ça. J'ai une spécialité d'ailleurs en philosophie grecque. Quelques années plus tard, j'aurais fait un master en sciences de l'information, donc je suis un peu le résultat de cet amalgame, non, de cette hybridation de différents savoirs. Après mon second master, bon, je suis tombé dans le monde de la consultation, un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Alors très vite, je me suis retrouvé là, dans des grands cabinets conseils, dans des projets de transformation, surtout des projets de transformation numérique, et ça depuis je dirais, le milieu des années 90. Euh, Mon expertise première, cependant, est celle de l'optimisation des processus. Hein. Dès mes premières réalisations, il y a plus de 30 ans, j'étais très, très orienté Lean Six Sigma. Avec les années, bon, j'ai complété ma formation. Je suis devenu Black Belt après avoir réalisé plusieurs projets. Mais ces projets sont de plus en plus transformationnels, technologiques et stratégiques. Et je me retrouve un peu comme absorbé là, ou carrément attiré du côté humain de façon très naturelle. Il y a eu à un moment donné, j'ai pris conscience hein, de la nécessité de gérer le changement en positionnant l'humain au centre des attentions organisationnelles. Euh, à l'époque, j'avais mon mentor, Six Sigma, qui répétait toujours nul projet d'optimisation n'est possible sans l'adhésion de la base. Et, et ça faisait un peu magicien dans son attitude. Mais oui, il avait tout à fait raison. Alors, quand les gens résistent, les gens ne sont pas d'accord, ne veulent pas embarquer dans un projet, ça ne fonctionnera pas. Alors, évidemment, je me suis mis à ce moment-là à hybrider les méthodologies. Je fais très peu dans l'intégrisme méthodologique, alors j'ai tendance à hybrider les différentes méthodologies et à garder le meilleur des deux mondes. Alors, je me suis mis à hybrider la méthode Lean Six Sigma et ProSci. Je les ai amalgamés, j'ai retenu le meilleur des deux mondes et j'ai graduellement, j'ai toujours veillé à de plus en plus impliquer très fortement les parties prenantes, hein, les individus significatifs, les porteurs de processus, le management surtout, dans l'analyse diagnostique de l'état initial, puis dans le design des future state, des processus cibles optimisés, tant au niveau affaires que lors des ateliers techniques.
Alors, et je progresse et j'avance comme ça dans ma carrière, puis arrive un moment un peu magique au milieu des années 2000 et je réalise soudainement que les projets se conduisent de façon très différente lorsque les gens sont très impliqués. Les employés qui sont très impliqués dans les projets sont évidemment beaucoup plus stimulés. Ils voient qu'ils sont écoutés, ils sont reconnus, leur voix compte, ils deviennent de véritables contributeurs. Je comprends à ce moment-là à quel point l'être humain est un être de relation quand même. Ça m'a pris quelques années. Puis, plus précisément, je réalise à quel point les facteurs extérieurs à la rémunération globale d'un employé peuvent grandement favoriser sa rétention. Le fait de se sentir bien, se sentir valorisé parmi ses collègues, ou encore de partager les mêmes valeurs avec celles de l'organisation. Savoir que son organisation reconnaît l'importance du développement de ses ressources en offrant des opportunités de développement à ses collaborateurs. Et c'est vraiment un plus. Je dirais, en fin de compte, le travail, c'est comme à la maison, hein. Quand vous êtes à la maison, vous êtes bien, vous êtes confortable, vous êtes en sécurité, valorisé, vous êtes libre, ben, vous allez vouloir rester dans cette relation. C'est la même chose au travail. Alors, dans le cas contraire, si vous n'êtes pas bien, les probabilités que je quitte sont forcément très grandes. Voilà. Merci pour cette présentation et on comprend mieux en fait le fil conducteur que tu suis dans ton parcours. C'est vraiment très intéressant et tu raccroches différents univers, différentes approches en fait de l'entreprise et je trouve ça très pertinent. Alors maintenant, j'aimerais bien voir, te poser la question suivante. Euh, Quelles rencontres ou projets ou réussites ont façonné ta vision du lien entre la performance économique et la performance sociale? Hum. Euh, Il y a plusieurs années de ça, je travaillais à un certain moment, je travaillais beaucoup en planification stratégique avec des organisations d'envergure internationale, ici au Québec, encore à l'étranger. On faisait beaucoup de longues séances de remue-ménage, puis on est arrivé à considérer l'hypothèse, très sérieusement considérer l'hypothèse où il fallait à la fois investir autant dans l'image employeur que dans l'image de marque. En vérité, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en analysant le détail multifacette de la mesure de l'expérience employée, hein, c'était devenu évident que le climat social n'était pas exclusivement interne. Les différentes mesures qui visent à faire en sorte que les collaborateurs vivent un niveau de bien-être au travail qui est accru, hein, soit dans l'aménagement des espaces physiques, des technologies qui sont mises à leur disposition, mais surtout, si on considère la culture organisationnelle, mais l'aspect de l'identification des valeurs personnelles et organisationnelles est vraiment mis en évidence. Euh, Vous savez, lorsque quelqu'un cherche un emploi, vous avez cette personne qui veut choisir un employeur, l'éventuel collaborateur, ben, il va effectivement aller vers une organisation qui l'anime, qui lui fait écho, qui en quelque sorte lui ressemble. Parce que bien plus souvent qu'on croit, ce qui fait une différence, qui porte l'expérience employée optimisée, c'est le sentiment de contribuer à quelque chose de bien plus grand que soi. Hein, conséquemment, l'organisation dont l'image de marque traduit des valeurs sociales qui sont fondées et qui véhiculent une réputation qui est significativement positive, va attirer des candidats dont les valeurs sont cohérentes avec ses propres valeurs. Oui, il y a des cas de récupération, il y en a partout, malheureusement, c'est un peu triste, mais la Et plupart du temps, les valeurs hein, qui sont véhiculées à l'interne et à l'externe d'une organisation ont tendance à être cohérentes. Donc, ça, on voit bien. Bon, alors, les collaborateurs qui s'identifient aux valeurs organisationnelles ont naturellement tendance à être beaucoup plus engagés, hein, à maintenir plus longtemps le lien d'emploi. Ce qui en découle, c'est que l'organisation va avoir ses coûts d'embauche et de formation plus circonscrits, plus restreints. Et même souvent, c'est sa performance économique qui va être plus élevée et plus durable aussi. Donc, l'impact sur le positionnement au marché ici est extrêmement important. C'est pas, il y a une conséquence ou une cohérence ou une corrélation entre les deux espaces de bonheur, je dirais. ça me fait plaisir de te l'entendre dire parce que souvent, moi, je peux le constater, hein, et c'est ce que souvent les échos qu'on a, c'est que les directions ont tendance à disjoindre la performance économique et sociale, alors qu'au final, elles se rejoignent les deux
et elles sont intrinsèquement liées. Donc je trouve que c'est intéressant justement de te l'entendre dire. Alors, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu as compris que l'expérience employée, ça pouvait devenir vraiment un avantage compétitif? Qu'est-ce que tu as un point clé dans ta carrière qui t'a permis de comprendre ça? Ouais, je dirais quelques temps avant la pandémie, finalement, avant le moment où on a eu tous le sentiment que tout s'était arrêté, que c'était la fin. Alors, quelques temps avant le début de cette pandémie, j'ai eu la chance de travailler avec vraiment une sommité en matière de customer centricity, c'est-à-dire c'est l'orientation client, c'est la philosophie de gestion qui vise à optimiser l'expérience client. Donc, Pablo Gray, qui était cette personne qui enseigne aujourd'hui encore à l'École des hautes études commerciales de Montréal, à l'époque, j'avais la responsabilité avec mon équipe et au nom de la firme au sein de laquelle j'œuvrais, j'avais donc la responsabilité des projets d'expérience employée. Donc, en travaillant sur différents projets avec cette personne-là, on a vraiment avancé dans nos recherches et essayé différentes choses et on a co-publié un article en janvier 2023, un article qui a fait passablement de bruit qui s'appelait Corrélation employé-client, modèle d'intervention holistique. Euh, et je ne crois pas, dans les faits, quand on revient à la base, je ne crois pas qu'il existe un lien ou une relation causale entre l'expérience employée et l'expérience client, mais il y a une certitude cependant. C'est lorsque les collaborateurs bénéficient d'une expérience employée qui est optimisée, ben forcément, ils seront plus engagés. Ils vont être plus productifs. Ils vont contribuer davantage à une expérience client qui, à son tour, sera optimisée et qui va contribuer à favoriser des gains de part de marché. L'entreprise va devenir beaucoup plus productive, beaucoup plus rentable, beaucoup plus intéressante et attrayante. Donc, c'est une relation de corrélation. Et in fine, le tout est plus grand que la somme des parties. Donc, c'est 1 et 1 vont donner 3. Donc, il y a cette relation. Et ça s'inscrit dans une démarche d'analyse systémique du coup, parce que tu vois les liens du coup qu'il y a entre la partie client et la partie employé, et c'est cette analyse fine qui permet de contribuer justement à ce modèle. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et on le voit dans des modèles, certaines entreprises qui ont des images de marque extrêmement fortes et qui véhiculent une fierté. Et cette fierté qu'on voit dans le quotidien de ces entreprises est véhiculée par les employés qui deviennent des ambassadeurs de la marque et de l'organisation. C'est fascinant. Alors comment tu définirais l'expérience employée, mais au-delà des concepts RH, si on devait aller un peu plus loin? Ouais, ben, la question est très intéressante parce que justement, je crois qu'il faut considérer l'expérience employée en dehors de la perspective ou plutôt en dehors de la fonction RH. Lorsqu'une organisation décide d'adopter, opte pour la philosophie de gestion orientée employé pour optimiser l'expérience employée. Évidemment, l'expérience employée est la conséquence de la philosophie de gestion orientée employé. Ben, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Mais surtout, la fonction RH, à ce moment-là, elle devient comme éclatée. Parce que le bien-être de chaque collaborateur devient alors la responsabilité de tous. Dans les faits, chaque individu au sein d'une organisation a un potentiel d'impact positif ou négatif sur chacun des collaborateurs, nonobstant son rôle ou sa position hiérarchique relative. Mais l'expérience employée est beaucoup plus que ce qu'on va retrouver dans un manuel de gestion. Prenons l'exemple de regarder une situation désagréable ou comment vous voulez qu'un collaborateur vive une expérience employée qui est positive s'il doit travailler, par exemple, avec un équipement informatique qui est sous-performant, qui se retrouve dans un coin repas qui est malpropre, et qu'en même temps, ils reçoivent des communications externes qui envoient des messages contradictoires avec ce qui est véhiculé à l'interne de l'entreprise. Parce que l'expérience employée optimisée, c'est tout ça et bien plus encore. L'expérience employée, c'est la conséquence mesurable de la philosophie de gestion orientée employé, comme je vous disais tantôt, afin que l'organisation puisse se distinguer, accroître son attractivité, tant du point de vue du capital humain que du point de vue du client. Ça va Eh ensemble, oui. il y a cette relation encore de corrélation. L'expérience employée, c'est
si on veut utiliser une image un peu forte, c'est une arme de persuasion massive, hein, qui fait le pont entre les nécessités et les bénéfices. Euh, si on focus sur le plan humain, ben, Oui. l'expérience employée positive va dépasser bien largement le simple fait d'être content de son travail, hein. C'est la somme de toutes les interactions des employés avec l'organisation du tout premier jour à la dernière promotion, en passant par la culture organisationnelle et les initiatives de bien-être. Donc, c'est très large, c'est très englobant, l'expérience employée. Mm. Des employés qui sont heureux, sont impliqués, vont forcément donner le meilleur d'eux-mêmes, ils vont rester loyaux envers l'organisation, ils vont en faire la promotion, hein, auprès des autres, ils vont créer ou contribuer à créer une image externe qui est positive d'organisation. Une expérience employée qui est bien conçue peut aussi stimuler l'innovation en créant des environnements qui sont propices à la collaboration, au partage des idées, à la prise de risques calculés, qui sont tous des éléments absolument indispensables pour rester compétitif dans un environnement d'affaires qui, on le voit aujourd'hui, est en constante évolution, mais Et qui oui. s'accélère aussi, et ça n'arrête plus, là. Et ce qui m'amène peut-être à considérer aussi l'expérience employée du point de vue sur les plans stratégiques et business, là, purement business. Une expérience employée va influencer directement la productivité, la rétention des talents, comme on disait, la capacité d'adaptation organisationnelle. Parce que les organisations qui font de l'expérience employée une priorité stratégique, bon, ils vont investir dans la création d'un environnement de travail qui est dynamique, qui est flexible, inclusif, et cela, ça va renforcer l'engagement des employés et ça va contribuer, hein, c'est le cercle, hein, ça va contribuer à attirer des talents de qualité. Ce sont des éléments qui sont essentiels pour soutenir la croissance à long terme d'une entreprise. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un buzzword, comme on dit chez nous, c'est vraiment une tendance de fond qui est très puissante. Euh, on est dans un monde à l'heure actuelle où on parle beaucoup d'agilité, hein. On veut cette agilité organisationnelle, cette rapidité, cette capacité d'adaptation en continu. Mais c'est primordial face au changement du marché. L'expérience employée dans un tel contexte devient une stratégie qui est une stratégie vraiment proactive pour construire une force de travail qui est résiliente, qui est innovante, qui va positionner l'organisation comme un employeur de choix dans un marché du travail qui est fortement concurrentiel. Euh, L'expérience employée va jouer aussi un rôle majeur dans la dynamique de la productivité au sein de l'organisation. Les employés qui se sentent appréciés, accompagnés, engagés, bon, ils vont être plus motivés, comme on disait, mais vont s'investir davantage dans leurs tâches quotidiennes. Il y aura un effet sur la qualité, évidemment. Lorsqu'on investit dans des environnements de travail qui sont plus positifs, qui offrent des occasions de développement professionnel, des outils technologiques performants, des relations interpersonnelles saines et riches, ben, les organisations favorisent un climat de travail qui est propice à la productivité. Donc, les employés sont épanouis, ils sont beaucoup plus disposés à collaborer, à résoudre des problèmes de manière souvent très créative, à prendre des initiatives. Ils vont contribuer à l'efficacité opérationnelle, à l'atteinte et même au dépassement des objectifs de l'organisation. Donc, les organisations qui investissent dans l'expérience employée renforcent leur capacité à retenir les talents, deviennent aussi beaucoup plus attractifs et ils mettent en place ainsi les conditions opérantes nécessaires à assurer une stabilité corporative qui va favoriser la continuité des opérations. Donc, on se met dans une posture ainsi où on sera bien plus à même de de répondre aux imprévus, hein, qui arrivent durant la durée de vie de l'entreprise. Donc, ces liens qui existent entre l'expérience employée, la productivité, la rétention des talents démontrent l'importance stratégique de créer des environnements de travail qui sont axés sur le bien-être et l'épanouissement des employés. Donc en fait, c'est l'expérience employée, c'est devenu vraiment une clé stratégique pour que les organisations travaillent dans la pérennité, dans la résilience face à un écosystème qui est de plus en plus perturbé. Donc c'est devenu vraiment un enjeu stratégique, si je comprends bien, vraiment. Oui, et c'est souvent non seulement un enjeu stratégique, un avantage
indéniable, mais trop souvent ignoré. Hein. On a Oui. tendance à dire, ouais, ben, ça, c'est un peu trop soft. Pourquoi on mettrait de l'argent là-dessus? Pourquoi on s'investirait là? On n'aura qu'à aller chercher quelqu'un d'autre. Ouais, ben, c'est plus ça la réalité aujourd'hui. Et il y a nombre d'entreprises qui passent à la caisse en ce moment. Et c'est vrai que moi, j'entends de plus en plus parler de cette expérience collaborateur dans les organisations, mais souvent, quand je pose la question de ce qui est fait, c'est fait à la marge, comme un peu, tu sais, la satisfaction client qui est faite à la marge, mais qui n'est pas connectée à une dimension de la globalité de l'organisation. C'est-à-dire que c'est fait à part, mais c'est Oui, pas systémique. Et je pense que là, c'est intéressant de te l'entendre dire parce qu'on sent que la logique va vers un pilier stratégique. C'est-à-dire, on part de là et en fait, tout est organisé en fonction d'eux. C'est bien ça? oui, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment une orchestration, finalement, où tous vont contribuer à la mise en place de conditions qui vont favoriser à la fois, je dirais, le bonheur interne et le bonheur externe. Donc, la réussite à l'interne dans les conditions de travail et le rayonnement externe et le développement de l'organisation. Et c'est fou parce que c'est très simple et ça fonctionne. On le voit. C'est ça. Alors, si on rentre un petit peu pour aiguiller nos auditeurs et voilà, des DRH, des DG ou même d'autres professions qui suivent de ça de près, est-ce que, quels sont selon toi les indicateurs ou les signaux qui sont les plus révélateurs d'une bonne ou à l'inverse, hein, d'une mauvaise expérience employée? Qu'est-ce que tu retiendrais, toi? Ben, écoute, commençons par aborder la question des signaux révélateurs d'une mauvaise expérience employée. Hein. Il faut bien aborder la question de ce dont il faut se prémunir, donc ce qu'on ne veut pas voir, et on ne veut surtout pas les conséquences. Euh, il faut faire très attention ici, être très prudent, parce qu'une mauvaise expérience employée, souvent, se déclare d'une façon très subtile, hein, avant de devenir un problème ou un enjeu organisationnel majeur. Euh, on regarde ces dernières années, on a vu ça apparaître d'une façon assez évidente durant la pandémie, ce qu'on appelle chez nous le quiet quitting, le désengagement. Donc, on a des collaborateurs qui auparavant étaient incroyablement engagés et soudainement, ils se limitent à faire le strict minimum de ce qui est attendu d'eux, sans plus. Euh, Concrètement, ça se traduit comment? Bon, on peut noter une baisse de la motivation, hein, ou du sens d'appartenance, un manque de participation aux réunions, aux différentes initiatives internes, il va y avoir un désintérêt pour la mission et les valeurs de l'entreprise. Lorsque, par exemple, les collaborateurs sont questionnés, on va chercher un peu leur opinion, leur point de vue, ben, ils n'ont pas de suggestions d'amélioration, ils n'ont pas d'initiative personnelle, il n'y a plus ça, ils font que le minimum. Ben, bon, ça c'est une chose, mais il y a aussi des indicateurs qui sont liés à la communication, au climat de travail. Hein. On va voir quand l'expérience employée elle est négative, on va se retrouver avec une augmentation des conflits interpersonnels, des tensions non résolues entre les collaborateurs. On va faire face à des rencontres où les collaborateurs deviennent plutôt passifs, hein, ils sont silencieux, ils ne partagent plus vraiment leurs idées, leurs préoccupations. Bon, je m'en fous finalement, c'est un peu ça C'est ça. qu'ils expriment. Ils ont de la réticence à donner du feedback et ils ont peur d'exprimer leur opinion. Il y a il y a une peur du jugement là, parce qu'ils sentent très bien qu'il y a un décalage, c'est naturel. Euh, Ils vont avoir le sentiment d'isolement, un manque, ça va se traduire dans le manque de collaboration entre les équipes et ça devrait déjà être suffisant pour sonner, vraiment envoyer Eh des oui. signaux d'alarme. Hein. Bon, on a aussi des indicateurs qui sont liés à la performance, la productivité. Là, hein. On va voir, par exemple, dans certains secteurs manufacturiers, une hausse des erreurs, une baisse de la qualité du travail qui est livré. On va avoir des retards qui sont récurrents, qui s'accumulent sans cesse. On va avoir une baisse de la créativité ou de la capacité d'innovation. On va avoir un genre je dirais, l'augmentation du présentéisme improductif. Les employés ils sont là, bon, ils s'assoient, mais attends, il ne se passe rien.
Euh, et il ne faut pas oublier non plus, il y a tous les indicateurs qui sont purement RH, hein. On va avoir un taux de roulement qui va devenir beaucoup plus élevé. Les employés, on va se rendre compte que le contrat de travail, la durée du contrat de travail moyen se raccourcit, donc les employés quittent, hein, rapidement après leur embauche. On va noter une augmentation du taux d'absentéisme, c'est-à-dire les maladies qui sont de plus en plus fréquentes, les congés qui sont de plus en plus longs. On va avoir une baisse de la participation au sondage interne. Vous avez des sondages de mobilité, vous avez ça chez vous également, autant qu'ici. Mhm. Mais là, soudainement, on a de la difficulté à toucher les 30% de participation, c'est l'horreur. Et donc, ils ne valent plus rien, les sondages, à un moment donné. On va avoir des plaintes formelles, hein, qui vont être euh, exprimées dans le département des ressources humaines ou auprès des syndicats, parce que justement, ça vient avec les conflits, ça vient avec il va y avoir une hausse des cas d'incivilité, on va le noter également. Bon, il y a aussi d'autres indicateurs, hein, puis là, on peut en parler pendant des heures, mais il y a des indicateurs qui sont liés au leadership, à la gestion. On va avoir des collaborateurs qui vont exprimer un manque de reconnaissance, d'écoute. Il va y avoir un manque de clarté dans les objectifs, les rôles, les responsabilités. Et quand les responsabilités, les rôles sont pas bien respectés, bon, on a des conflits qui arrivent encore une fois. Euh, on va avoir souvent l'impression que les décisions sont arbitraires, opaques, qu'elles ne suivent pas les valeurs de l'organisation, qu'il y aura la perception finalement d'un écart entre le discours officiel, c'est-à-dire les valeurs qui sont affichées par l'organisation, et ce qui est vécu en vérité. Donc, c'est beaucoup de signaux négatifs. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Luc, en France, je pense qu'au Québec aussi, c'est certainement la même chose. Tous les ans, il y a des entretiens annuels individuels. Oui, Et souvent, en fait, ce document, c'est intéressant parce que c'est un marqueur qui est fort, à la fois en quantitatif et en qualitatif, du décalage qu'il peut y avoir sur ce désengagement, justement. Et, euh, et souvent, ça passe à côté parce qu'on le fait dans des approches réglementaires, formelles, mais ça peut être très intéressant à analyser sur un plan de vue macroscopique pour faire remonter des indicateurs qui témoignent de l'expérience employée, je pense. oui, tout à fait. Et l'indicateur des indicateurs, c'est lorsque vous notez la résistance du collaborateur à participer à la rencontre. Voilà. Et ça, c'est vraiment c'est un signal qui parle très fort, là. Mais bon, ça fait beaucoup de négatifs. Alors, regardons peut-être un peu le positif maintenant, hein, Oui. parce que bon, évidemment, les indicateurs qui témoignent d'une expérience employée positive sont tout à fait à l'inverse, hein, de ce que je viens de vous présenter. Euh, mais il faut mentionner aussi qu'une très bonne expérience employée génère des signes qui sont tangibles, hein, et mesurables de satisfaction, d'engagement, de fidélisation. Moi, si j'ai à choisir entre un environnement positif et un environnement négatif, je vais aller vers l'environnement positif. Je préfère vivre le bonheur que l'angoisse. Mais hein, au-delà de ça, on sait qu'un employé, qu'une expérience employée qui est positive déborde des limites des limites purement organisationnelles. Par exemple, les collaborateurs qui vivent une expérience employée optimisée vont vous dire qu'ils vivent quotidiennement un équilibre entre leur vie de travail, leur vie professionnelle, leur vie personnelle, qui est beaucoup plus sain. Mhm. On va noter qu'il y a beaucoup moins de signes d'épuisement professionnel, de burn-out, hein. Les collaborateurs ont le sentiment d'avoir du soutien en cas de surcharge. Ils vont lever la main et il y a quelqu'un qui va aller les aider. Les collaborateurs participent spontanément aux activités de mieux-être. Ils sont all-in quand vient le temps de faire une fête ou d'avoir un pique-nique ou une activité, de souligner l'anniversaire d'un collègue. Voilà, il y a ce désir de participer, de collaborer. Donc, c'est tout ça dans le quotidien, l'expérience employée. Il ne faut pas oublier le fait que bien souvent, on va passer, on dit le tiers, mais je sais pas comment ça se passe ailleurs dans le monde, partout, mais dans les faits, je pense qu'on passe presque la demi de notre vie au travail. C'est beaucoup de temps passé au travail. Euh, il est très sain de viser un bien-être dans cette moitié de vie, hein, et non pas juste dans l'autre moitié. Alors, voilà. Complètement. Et là, tu touches justement aux enjeux sociétaux, c'est-à-dire l'impact de l'organisation dans sa RSE. Et inversement, parce que souvent on parle des effets anxiogènes de notre société sur les individus et par ricochet dans les organisations.
Et justement, ça peut être intéressant que les organisations prennent le contre-pied en disant on travaille sur le bien-être des collaborateurs, sur cet engagement expérience employée, pour justement agir sur le volet sociétal. Tout est lié. Oui, Ah, tout à fait. est-ce que tu peux nous partager un exemple concret où l'amélioration de l'expérience employée, ça a généré un impact mesurable sur la performance globale, économique et sociale? Oui, ce que j'aurais envie de te dire, Johan, c'est que Oui, dans les faits, ici, euh, on a des cas qui sont très documentés, hein. Il y a vraiment des cas qui font école, où on nous prouve, hors de tout doute, à quel point il est rentable d'investir dans l'expérience employée et les conséquences. Et ce sont des cas qui font autorité. Bon, par exemple, si on parle d'accroissement de la rétention de la main-d'œuvre, de réduction du taux de roulement, hein, j'abordais la question tantôt. Bon, on sait que les membres du personnel qui se sentent valorisés, qui sont reconnus dans un environnement de travail qui est centré sur le capital humain, euh, ces organisations-là vont voir la durée moyenne du contrat de travail qui s'allonge, hein, naturellement. Le taux de roulement est de plus en plus bas. Et donc, les coûts de formation, comme je disais tantôt, et d'intégration diminuent. Il y a une analyse qui a été publiée par Forbes Magazine il y a de ça 3 ans. On disait qu'une personne fidélisée auprès de son employeur, parce qu'il s'y sent bien, hein, a 83% moins de chances de quitter son emploi actuel. 83%. Ça, on parle de pérennité pratiquement, là. oui. C'est quand même substantiel. Bon, il y a aussi tout l'aspect de l'accroissement du niveau d'engagement, hein. Le personnel qui se sent plus apprécié, plus valorisé, va évidemment être plus motivé, plus engagé. Ça se traduit comment? Ben, ça se traduit dans une amélioration de la productivité, de la qualité au travail. On a le DRH Magazine qui a publié une donnée intéressante, et je vous cite le résultat de l'enquête. Les unités commerciales très engagées surpassent les moins engagées de 21% en termes de rentabilité, de 20% en termes de productivité et de 10% en termes de fidélisation de la clientèle. Donc, on voit déjà ici l'impact, le lien entre l'expérience employée optimisée et l'expérience client. Et ce n'est pas des données de marge, on parle de 20%. C'est énorme Eh oui, quand même. c'est important, hein. Oui, c'est beaucoup. Euh, Pensons aussi aux qualités de service, la qualité du service à la clientèle. Bon, lorsque le personnel, c'est naturel, hein, vous allez me dire, c'est évident, oui, mais lorsque le personnel est engagé, ils sont valorisés, ben, c'est sûr il va se sentir plus enclin à offrir euh, une meilleure qualité de service. Ça va engendrer quoi? Ça va engendrer une plus grande satisfaction de la clientèle, une plus grande fidélisation de celle-ci. Et il y a Future of Work qui a publié une analyse il y a 2 ans de ça. On dit une entreprise qui possède une équipe engagée offre un service client 147% supérieur à celui de ses concurrents. Eh, Et pourquoi on retourne chez un même fournisseur, chez un même, dans une même boutique, mais parce qu'on est content de l'expérience qu'on a vécue. Il n'y a pas, il y a pas que le prix qui compte en quelque part. On veut vivre une expérience qui est agréable. Et ici, on a des employés qui contribuent à ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà bien pris. Voilà. Euh, Parlons de l'augmentation de la rentabilité des ventes. Et là, on ne parle pas du volume, hein. Il y a vendre plus, mais il y a vendre mieux. oui, L'excellence, hein, du service à la clientèle va mener tout naturellement à une croissance de la rentabilité des ventes. Le personnel qui est engagé, qui est motivé, va multiplier ses efforts pour accroître le taux de conclusion des ventes. On a une firme de sondage chez nous, Gallup, qui a publié une donnée l'année dernière. La rentabilité des entreprises ayant un bon niveau de personnel engagé monte de 21% et leur productivité augmente de 17%. Tout ça, et là, ça fait beaucoup de pourcentages qu'on ajoute depuis tantôt, hein. Donc, c'est non négligeable, hein. C'est non, des non, chiffres importants. Mm. exactement, c'est très important.
Euh, enfin, le dernier élément qui, pour moi, est un des plus importants, c'est le climat de travail qui est optimisé. Donc, lorsqu'on investit dans notre expérience employée, on va avoir un meilleur climat de travail, évidemment. Donc, le personnel, lui, qui se sont valorisés, va afficher naturellement, bon, une attitude qui est beaucoup plus positive. Va aimer davantage son travail au sein de l'organisation, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Il y a nos collègues de chez Deloitte qui ont publié une étude qui comparait le rendement des actions des sociétés de l'indice Standard Poor's, qui, pour ces sociétés qui affichaient une note élevée en ce qui concerne la santé et le bien-être des employés, bon, par exemple, avec une kyrielle de programmes qui vise le bien-être des employés, on dit que la valeur des actions, hein, attention, la valeur des actions de ces entreprises a augmenté de 235 comparativement à seulement 159 pour l'ensemble des sociétés du Standard Poor's qui, elles, n'avaient pas ces programmes d'orientation employée. Donc, on voit la différence et c'est mesurable même au niveau de la valeur boursière des entreprises. Ok. C'est vraiment intéressant et on met des chiffres, des points de repère et on voit que concrètement tout est lié. La performance économique, la valeur des actions, le niveau de satisfaction des salariés, tout est. En fait, ça a des impacts vraiment importants et systémiques. Oui, tout à fait. Alors, dans un contexte où il y a de plus en plus de transformations organisationnelles, euh, si tu devais t'adresser justement à des dirigeants, des DRH, comment placer l'expérience employée au cœur de cette stratégie concrètement? Oui, on parle beaucoup de transformation organisationnelle depuis quelques années. Dans les faits, je voudrais décevoir personne, mais on en fait depuis plus longtemps que ça, hein. C'est sans arrêt. Mais bon, on en est peut-être davantage conscient et c'est intéressant parce qu'on est davantage conscient aussi de l'importance de l'expérience employée. Et l'expérience employée n'est pas quelque chose qui se vit strictement dans le déroulé du quotidien des opérations. L'expérience employée doit aussi faire partie des projets. Il y a l'expérience employée dans le cadre d'un projet qui peut faire une grande différence entre le succès ou l'échec d'un projet aussi, parce qu'il faut que nos gens embarquent, c'est bien important. Dans les faits, finalement, c'est la relation causale entre la transformation organisationnelle et l'expérience employée. Ben, cette relation, elle est bidirectionnelle, hein. C'est-à-dire que la transformation organisationnelle vient supporter l'expérience employée, parce qu'une transformation exige de la part de l'organisation un engagement qui est très fort. Mm. Et cet engagement va devenir un peu le liant qui rassemble tous les acteurs d'une organisation et qui vont focuser vers des objectifs communs de changement, d'amélioration, d'innovation. On va tous ramer dans la même direction et dans les conditions idéales, on a le vent dans le dos. Alors, ce qui est très positif. Bon, évidemment, en termes d'innovation, le collaborateur, lui, dont l'expérience est optimisée, ben, il arrive aux premières loges, hein. Il est engagé, il est motivé, il participe à quelque chose de bien plus grand que sa seule personne. Il s'identifie à quelque chose de plus grand par ses valeurs. Euh, tu sais, si on veut que notre projet de transformation organisationnelle fonctionne, il peut être de nature numérique. On parle beaucoup de transformation numérique depuis quelques années, mais ça peut aussi être une transformation plus managériale. De toute façon, la source de vérité demeure la même. Vous devez absolument et impérativement impliquer vos collaborateurs. Si on n'a pas l'adhésion des collaborateurs, ben, le succès ne sera pas possible dans un projet transformationnel. C'est quand même le collaborateur, il est la matière première de l'organisation. En l'absence de collaborateur, il n'y a pas d'organisation. Et oui, c'est la pièce maîtresse, Oui. c'est important. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les résistances les plus fréquentes que tu as rencontrées et, dans ces enjeux-là et comment les dépasser? Ouais, la blague chez nous, on dit que la résistance, ça n'existe pas. Il n'y a que des mauvais managers, mais bon, ça c'est pour l'humour. Euh, les résistances, en vérité, varient hein, d'un projet à l'autre, mais surtout d'un secteur d'activité à un autre, en fonction de différentes variables. Par exemple, la nature de la mission, la représentativité syndicale qui joue pour beaucoup.
l'âge médian, l'historique. Est-ce que c'est une organisation qui connaît davantage de succès ou d'échecs avec ses projets à l'interne, à l'externe? Le contexte de croissance, hein, un contexte de croissance ou de décroissance, d'acquisition, de fusion, ça a un impact très, très important au niveau de la culture de l'organisation. Le type de management aussi, est-ce qu'il est plutôt participatif, est-ce qu'il est top-down, le niveau de maturité de l'organisation, maturité de gestion, mais aussi maturité de gestion de projet. La culture, l'appétence pour ou encore la tolérance au risque d'une organisation. Puis là, on a certains profils de profession qui ont moins d'appétence pour le risque, hein, et d'autres qui en ont davantage, et c'est normal. Cependant, donc c'est très, très variable, mais ce qui se produit assez souvent, euh, c'est la situation où, bon, on initie un projet de transformation et tout le monde est d'accord avec, hein, on dit personne ne peut être contre la vertu, donc tout le monde est d'accord avec les principes directeurs, mais lorsqu'ultimement, euh, telle ou telle personne, c'est à son tour d'entreprendre le changement, alors là, peut-être que la volonté de changer peut s'étioler un peu, hein. Les efforts à investir peuvent sembler beaucoup plus grands que les avantages et les bénéfices qu'on va en retirer. Donc, ça devient un peu plus difficile. Donc, il faut toujours ramener souvent les avantages, les bénéfices, oui, mais l'impulsion de départ qui a été donnée pour rappeler, c'est important vraiment de maintenir de garder le momentum, de garder le désir de changement présent. Mais une des, aujourd'hui, en 2025, une des résistances qu'on voit souvent, c'est la résistance qui arrive avec la saturation. Et ça, c'est un risque réel. Trop de changements en même temps qui impactent substantiellement les mêmes personnes, particulièrement dans des petites organisations ou dans des organisations qui fonctionnent sur un modèle matriciel. Donc, lorsque ce sont les mêmes personnes qui sont sollicitées, qui deviennent sursollicitées par des changements, euh, souvent on va noter une fatigue, des débordements. Parfois, trop, c'est trop, simplement. Ça ne peut pas être autrement dit que ça. Pour cette raison, avant d'entreprendre une transformation, il est important de bien camper l'analyse de maturité, ce qu'on appelle chez nous le Readiness Assessment. Donc, à quel point l'organisation, elle est prête, a-t-on les moyens de nos ambitions? À quel point l'organisation est-elle prête à affronter ça? Il faut être bien conscient au départ qu'une transformation n'est pas quelque chose ni de facile, ni de simple. Par contre, ça peut être la plus belle des aventures et ça peut contribuer incroyablement à souder vraiment les gens autour d'un projet commun, mais c'est demandant. Donc ça, faut pas l'oublier. Donc avant de commencer quelque changement que ce soit, posons-nous la question, avons-nous les moyens de nos ambitions? Est-ce que maintenant est le bon moment? Alors, qu'est-ce que c'est notre projet de transformation? Pourquoi le faire et pourquoi le faire maintenant? Et une touche supplémentaire, c'est pourquoi pas le statu quo? Et bien souvent, ça nous permet de boucler la boucle sur la justification, l'explication du projet. Et tu sais, moi je trouve que c'est très pertinent, c'est parce qu'on a besoin de cette sagesse aussi dans les projets de transformation. Moi je prends l'exemple des biorhythmes d'un être humain. On n'est pas tous à des mêmes niveaux de rythme. Notre corps, il a besoin de se régénérer, se restructurer, faire un pas de côté, de l'autocritique. Et ça, c'est des temps morts. Et dans une société qui est de plus en plus à 3000 à l'heure, on a besoin justement de faire un peu machine arrière, de se créer des temps de maturation, comme tu dis, des cycles de maturation. Et ça, c'est vraiment indispensable pour bien accompagner dans la longueur, comme un marathon, des projets de transformation. Donc, ce que tu dis, l'analyse de maturité, je trouve que c'est vraiment très pertinent pour que est-ce que l'entreprise, elle est capable euh, de bien se connaître pour pouvoir absorber et se lancer dans un projet de transformation. Donc, je trouve ça très pertinent. Ouais. Dans les organisations, on voit les exécutifs dans les organisations ont tendance parfois à, comme on dit, à pas mal rouler les mécaniques et ouais, nous on est fort, ouais, nous ça va, ouais, on peut en prendre, ouais, on va arriver, on va le faire. Non, ça va, c'est pas compliqué pour nous. Euh, et puis non,
On se rend compte que c'était beaucoup plus compliqué que prévu. C'était beaucoup plus difficile et demandant que prévu. Et malheureusement, nos gens sont déjà épuisés par les divers chantiers qui sont en cours. Et parfois, il y a une déconnexion. Hein, faut pas se le cacher. Il y a une déconnexion Bien entre le sûr. upper management et le mid management et les gens de la base. Et on a l'impression qu'on n'est pas dans la même boîte. Ça peut être assez effrayant. Donc, faut pas oublier que quand on entreprend un travail, une démarche de transformation, on va se fragiliser, on va se dévoiler. Il y a des choses qui vont paraître. Donc, si on n'est pas solidement ancré dès le départ, ben, ça risque de secouer davantage. Alors justement, il y a une fonction dans l'entreprise qui est clé, hein, dont on parle peu dans ces projets de transformation, qui sont justement au cœur de l'articulation de ces organisations, c'est les managers de proximité. Alors Oui. qu'est-ce qui joue selon toi comme rôle dans cette dynamique de transformation et notamment l'expérience collaborateur? Ah, je dirais que c'est le plus important des rôles. Parce que ce que chez nous on appelle les gestionnaires de premier niveau, hein, les gestionnaires de premier niveau, euh, dans des projets de transformation, ils peuvent faire souvent d'excellents agents de changement. Hein. Ils vont faire la promotion de la transformation. Ils vont expliquer aux collaborateurs les avantages et bénéfices qui sont attendus. Ils vont les écouter au quotidien. Ils vont recueillir les préoccupations. Ils vont expliquer en quoi le quotidien des collaborateurs va changer parce qu'ils le voient, le quotidien, ils le vivent avec eux. Donc, ils vont préparer ces changements-là en quelque sorte. Et ils deviennent la courroie de transmission des messages clés. Ils peuvent aussi remonter aux exécutifs des préoccupations, des questions hein, qu'on va vouloir poser. Ils peuvent aussi adopter une posture d'influenceur. Ils peuvent apporter des ajustements au déroulé d'une transformation. Euh, ils vont pouvoir ainsi mettre davantage d'emphase sur certains leviers ou moyens d'atténuation des impacts. Hein. Les impacts sont conséquents aux écarts entre la situation initiale et la situation visée. Euh, Avant d'entreprendre une transformation, il, il est incroyablement important de sonder, d'impliquer et de s'assurer de la pleine et entière collaboration des managers de proximité. Parce que, à l'inverse, ces mêmes managers de proximité, s'ils sont résistants, ils peuvent être votre pire cauchemar. S'ils se positionnent en détracteur de votre projet, ça va vraiment mal se passer. Il faut jamais négliger le fait que l'humain hein, est un être de relation. La proximité d'un manager constitue une figure d'autorité, hein, un influenceur. Il peut être un facteur qui est déterminant pour le succès ou l'échec d'une transformation organisationnelle. On a besoin de ces gens-là. Ce sont eux qui vont nous permettre, ce sont des agents multiplicateurs, et ce sont eux qui vont nous permettre de décupler je dirais, l'impact des efforts qu'on va investir dans le projet pour arriver à bon port. Effectivement, c'est vraiment un rôle clé et parfois un peu de l'ombre, hein. On ne sait pas, il y a souvent la lumière est mise sur le haut de la pyramide et souvent en fait ceux qui amènent les idées qui sont innovants, ce sont les managers de premier niveau, les gestionnaires de premier niveau et c'est toute une logique de travail qui est repensée finalement. Oui, tout à fait, mais on le voit d'ailleurs quand on fait des ateliers de travail, lorsqu'on on développe des processus optimisés, on fait des ateliers Kaizen comme ça, puis moi je tiens toujours à avoir les gestionnaires de premier niveau dans le groupe. Toujours, on prend les gens de la base, on est porteurs des processus, euh, mais on prend les gestionnaires de premier niveau. Et on va tout questionner. Quels sont les irritants à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Bon, évidemment, on connaît nos limites. Hein. Si on parle d'un projet de transformation numérique où on va implanter un ERP, euh, on connaît d'avance un peu les limites ou les contraintes de l'éditeur logiciel, de l'intégrateur, de l'environnement dans lequel on est. On sait jusqu'où on peut aller, mais à l'intérieur de tous ces possibles, on a énormément de place pour vraiment répondre parfaitement aux besoins. Donc, et c'est là qu'il faut, avec l'expérience, avec la connaissance qu'on développe avec le temps, c'est là où on peut mettre en valeur le rôle euh, du manager de premier niveau et de lui, en quelque sorte, de lui donner ou de lui redonner
de l'importance à l'intérieur de ce projet-là et de voir les collaborateurs se souder autour du manager de premier niveau. Ça crée une force qui est incroyable dans un projet de transformation. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on va parler un petit peu d'un sujet aussi que je sais que tu affectionnes justement dans ton appréhension des sociétés et de l'organisation, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, notamment le sens et la valeur ajoutée qu'on donne à l'être humain. Alors, on sait que l'intelligence artificielle transforme de plus en plus en profondeur les métiers et les interactions. Et selon toi, comment est-ce que cela renforce-t-il le besoin de sens au travail, justement? Ah, c'est tellement une question importante. L'IA, c'est l'éléphant dans la pièce, hein. Mmh, L'IA ne va pas disparaître demain, c'est pas une mode, là. L'IA est là pour rester. Euh, Elle va rester, mais elle va jamais demeurer la même, hein, parce que toujours elle-même en évolution, puis en évolution d'elle-même, et avec une accélération aussi qui est exponentielle. C'est assez fascinant, la vitesse à laquelle les choses arrivent, et en ce moment, hein, on parle de en ce moment, au moment même de cette entrevue, la chose est là. oui, Et l'IA générative, parce qu'il faut bien spécifier qu'on parle d'IA générative, hein, faut un peu la démystifier. Ce n'est qu'un outil, d'accord? C'est un outil, point à la ligne, et on doit introduire cet outil et l'aborder comme on le fait avec à peu près n'importe quelle autre nouvelle technologie, d'accord? Donc, il faut commencer par la démystifier, l'expérimenter pour l'apprivoiser, puis on utilise les leviers qu'elle nous apporte, hein. Euh, et devant l'inconnu, la crainte est probablement le mécanisme de défense le plus naturel, hein. On voit le sens, la- la- le sens profond de l'homme quand arrive la crainte parfois. mmh, Euh, je fais une analogie avec la calculatrice, bon, c'est un peu étrange peut-être, mais considérons aujourd'hui, en 2025, qu'il y a de moins en moins de personnes qui savent faire sur papier une opération de division avec un crayon sur un papier. Par contre, tout le monde sait le faire avec une calculatrice ou encore un chiffrier Excel. Bon, on fait le deuil. On fait le deuil de savoir faire ça. Est-ce que c'est grave? Ben, si je considère qu'on a réussi ainsi à libérer du temps pour qu'on puisse consacrer davantage de temps aux tâches à valeur ajoutée, puis se dédier moins aux tâches qui ont peu de valeur ajoutée. Si ça me permet de passer moins de temps à faire des divisions et davantage de temps à faire de physique quantique, alors pourquoi pas? D'accord? Euh, Regardons le GPS. mmh, Le GPS, moi, je te confie, Johan, j'ai été un résistant du GPS. J'ai refusé longtemps de sous-contracter le raisonnement spatial, me disant que j'allais perdre euh, mes aptitudes à me repérer dans l'espace, hein, un peu comme l'odorat de l'homme. Bon, depuis l'époque du Néandertal, on a perdu de notre pif, comme on dit, mmh, simplement parce qu'on ne s'en sert plus. Donc, c'est l'atrophie d'un organe, non? Parce qu'il n'est plus utilisé. Donc, je me dis, mais ça n'a pas de sens, je vais perdre ma capacité. Moi, j'étais en mesure, j'étais en voiture au centre-ville de Montréal et je voyais où était le soleil, je regardais ma montre et je savais où était le nord. Donc, mmh, ça allait très bien. Mais soudainement, j'ai réalisé que je passais beaucoup de temps dans les bouchons de circulation. Beaucoup. Et ne serait-ce que pour éviter les cônes oranges, parce que ici à Montréal, c'est légendaire, les cônes oranges. Pour éviter les cônes oranges, les bouchons de circulation, c'est fou le temps que je pouvais récupérer en une semaine, simplement en écoutant, hein, mon GPS. Donc, d'accord. Et à quel point nos voyages à l'étranger sont facilités par le GPS. On se balade en voiture. Je me souviens il y a 2 ans en Toscane, et là, on a le plaisir de pouvoir s'y retrouver, d'être autonome et de ne pas se perdre, ce qui est quand même pas banal là-bas. Donc, oui, on arrive à s'y retrouver. Bon, euh, c'est un peu la même chose, hein, ce sont des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, c'est quand même pas la nouveauté de l'année. Je vous raconte un projet que j'ai eu la chance de livrer euh, c'était un peu avant la pandémie. Euh, on a une entreprise pharmaceutique, donc manufacturière, qui fabrique des produits topiques.
des crèmes, des pommades, etc. Et dans la composition des différents produits fabriqués, entre environ 500 produits différents. Le monde pharmaceutique est un monde qui est extrêmement réglementé. Il faut assurer la traçabilité de chacun des éléments qui entrent dans la composition d'un produit, au cas où il y aurait des effets adverses, ça c'est une mauvaise traduction, mais des effets secondaires. Et donc, on doit assurer ce suivi, cette rigueur scientifique de tous les instants. Donc, il y a des règles. Et on a une obligation de conformité qui est très lourde, il faut le dire. Elle est vraiment très lourde, cette obligation de conformité, et il n'y a pas le choix. Donc, et comme ça, bon an, mal an, à chaque mois, il y avait environ 5000 livraisons qui entraient chez cette entreprise manufacturière pharmaceutique. Et on avait 2 personnes au compte à payer à la compta qui devaient s'acquitter du paiement des 5000 factures mensuellement. Et alors là, ces dames prenaient les factures une à la fois, classaient les factures évidemment, consultaient la facture et saisissaient à l'intérieur de SAP, qui était le logiciel de gestion intégrée de la comptabilité finalement, saisissaient, je crois qu'il y avait 17 ou 18 champs d'information qui devaient être saisis. Dans chaque cas, toutes ces factures sont différentes et tout. Donc, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'il fait l'employeur? Euh, il se retrouve dans une situation critique. Pourquoi? Parce qu'à chaque mois, il doit payer pénalité après pénalité après pénalité, parce que c'est trop de travail, c'est trop long, et finalement, les paiements sont toujours en retard. Donc, on se retrouve à payer des sommes considérables, même si c'est quand même c'est des centaines de milliers de dollars, mais fois 3 à 4 ça finit par faire des sommes considérables. Donc, on se dit, bon, ben voilà, on va embaucher une ou peut-être même 2 autres personnes au compte à payer. On va en affichage? Non, il n'y a personne. Pénurie de main-d'œuvre. Donc, on ne peut pas trouver des commis au compte à payer pour régler cet enjeu. Alors, évidemment, chez nous, c'est comme un cabinet d'avocats. On nous appelle, c'est pas parce que ça va très bien. Alors, on nous appelle, on dit, bon, ben voilà, on a un souci, là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, on initie un diagnostic. Tentons de voir si on peut optimiser le processus de travail, si on peut couper sur certains niveaux de détail, si on peut, est-ce qu'il y a des zones de gaspillage, est-ce qu'il y a des inefficacités? Bon, on est quand même dans le monde du pharmaceutique et, règle générale, les processus de travail sont très optimisés. Et là, on était vraiment très, très ligne, il n'y avait pas grand-chose à faire. Sauf que on- ce qui a été proposé finalement, c'est qu'on allait se retourner vers une des dimensions de l'intelligence artificielle, qui est le RPA, le Robot Process Automation, et on allait automatiser en partie le processus. Dans les faits, ce que ça a donné, c'est que toutes les factures entraient par une adresse courriel, toujours au format PDF, mais sans changer quoi que ce soit. Il n'y avait pas un format de facture à respecter, mais tout le monde envoyait la facture en PDF. Si c'était ossérisé, si c'était lisible, le contenu était lisible, il était accueilli tel quel. Sinon, on entrait dans la machine, puis on allait le rendre reconnaissable. Puis ensuite, le logiciel implanté, l'outil qui était implanté, lisait les factures et allait compléter les champs d'information. Bon, pour faire ça, évidemment, là, je vous passe les détails, mais pour faire ça, il a fallu entrer des centaines de milliers de factures à l'intérieur de l'outil. Il y a eu vraiment un apprentissage de la machine pour reconnaître les factures spécifiques. Puis, on a commencé en travaillant avec un certain pourcentage de validation. D'accord? Donc, une facture sur 50 était validée, puis une sur 100, puis une sur 1000. Et pour finalement, après 3 mois, parce que ça s'est passé quand même très rapidement, après 3 mois, ben, à ce moment-là, on a commencé à valider uniquement les nouveaux fournisseurs ou les nouveaux produits. Donc, s'assurer que c'était bien. Alors, nos 2 personnes qui étaient là, on a travaillé avec elles à gérer ce changement. Elles ont commencé à travailler davantage en valeur ajoutée. Elles n'avaient plus de temps supplémentaire obligatoire à faire. Parce qu'il n'y avait pas le choix avant. Là. On était Eh dans oui. une situation de crise. Donc, la pression est tombée. On s'est mis à travailler davantage à valeur ajoutée. On a fait davantage d'analyses. On a davantage travaillé sur des prédictions. Et là, on a inversé la vapeur complètement, complètement. Il a fallu gérer ce changement parce que faut se placer dans la posture de ces 2 dames qui avaient quand même un sentiment d'être, parce qu'elles l'étaient dans les faits,
indispensable, essentiel, critique, parce que finalement, l'entrée d'argent reposait Eh oui. sur leurs épaules. Et la sortie, mais de facto, l'entrée. Donc, c'était quand même un rôle très important. Et là, c'est d'arriver à gérer ce changement et à leur redonner du pouvoir sur leur vie, à leur rendre l'équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Et ça a été la gestion du changement dans ce contexte a été l'élément le plus demandant, qui a duré plusieurs mois. Mais au final, on est arrivé avec une solution toute simple qui a permis d'éliminer des tâches qui avaient absolument aucune valeur ajoutée. Donc, l'IA a permis ça. Bon, ça, c'est un exemple très concret. Si je regarde aujourd'hui ce qu'on fait quotidiennement avec l'IA, je peux poser une question dans Google, chercher une information sur un produit bien spécifique, par exemple. Puis je peux dire, ah, je sais que j'ai tel autre ou tel autre produit, et là, je sors la documentation et je me mets à faire une analyse comparative entre différents produits. On peut amener ça à un autre niveau avec l'intelligence artificielle et de poser la question. Donc, on va faire un prompt, on va passer une commande au robot conversationnel et lui dire, bon, ben moi, j'aimerais que tu me fasses une analyse comparative entre tel produit et tel produit, que tu me pointes les liens vers la documentation source pour que je puisse valider, parce que on sait que il faut quand même s'assurer du bien fondé de ce qui est affirmé. Donc, pointer là-dessus et même faire une recommandation en fonction du prix, le rapport qualité-prix, d'aller chercher des critiques, etc. On peut aller très loin. Donc, je suis capable d'entrer dans le temps avec une intervention très courte, une recherche qui m'aurait pris plusieurs heures. Il y a de ça une trentaine d'années, hein, ça fait longtemps ça. Il y a une trentaine d'années, on en était au balbutiement de la recherche en ligne. On interrogeait des banques de données commerciales pour aller chercher des contenus d'articles de littérature scientifique. Donc, on était vraiment là, je te raconte ça, Johan, on est au milieu des années 90. Mhm. Les outils qu'on utilisait comme Knight Rider, c'était des outils qui nous permettaient de questionner des bases de données scientifiques et on faisait de la recherche booléenne. Donc, la recherche booléenne, c'était pas une recherche en langage naturel. Il fallait utiliser des opérateurs d'adjacence, de proximité, des troncatures, des parenthèses, des guillemets, etc. Il fallait comprendre à l'époque qu'on faisait une recherche que le ou, il était inclusif et que le et était exclusif. Donc, et aujourd'hui, on en est loin de ça parce que non seulement on est arrivé dans Google avec une recherche en langage naturel, où il y a toute une interprétation qui se fait, mais avec l'IA, c'est tout l'univers de la classification des contenus qui peut être délégué, comme l'ensemble des tâches cléricales. Donc, c'est là où on se retrouve avec une puissance, un potentiel de se défaire des choses qui sont inutilement lourdes. Et cet outil d'IA nous permet de pouvoir atteindre ça. Et c'est intéressant. On va peut-être avoir plus de temps pour faire de l'analyse fine et moins de temps à consacrer à la recherche. Et finalement, c'est ce qui est le plus important, hein. Donc, Tout à fait, tout à fait. alors, justement, pour aller un petit peu plus loin, quelles est, selon toi, les compétences et les qualités humaines qui deviennent encore plus stratégiques, justement, à la faveur de ce qu'on a eu comme échange par rapport à l'IA, dans le sens où l'IA prend en charge de plus en plus de tâches à faible valeur ajoutée. Quelles sont pour toi ces compétences et qualités humaines? Oui, elles sont nombreuses et elles vont avoir une réelle importance. Je me souviens, euh, à l'arrivée à grande échelle de la micro-informatique au milieu des années 80. Euh, Ça me fait quand même pas mal de printemps accumulés finalement. Mon père à l'époque me disait que les ordinateurs allaient lui faire perdre son travail. Il y avait une peur, hein, puis on se rend compte, c'est la même peur aujourd'hui face à l'IA. Bon, évidemment, c'était pas arrivé, hein. Mmh. Les ordinateurs lui ont pas fait perdre son travail. Mais ce qui s'est produit a été d'une grande importance. Ça a été la première grande fracture numérique. Et dès lors, il y a eu deux catégories d'individus. Il y a eu ceux qui savaient utiliser les ordinateurs
et ceux qui ne savaient pas. Et les seconds sont devenus pas mal moins attractifs assez rapidement. Mm. Donc, fracture numérique. Depuis cette époque, et là, on parle d'il y a quand même 30, 40 ans, depuis 40 ans, chaque nouvelle technologie qui a été intégrée a favorisé une discrimination. Chaque nouvelle technologie a représenté un jalon. Et tout ça, ça vient en s'accélérant. La vague qui est causée par l'IA générative est de loin la plus grande et la plus forte, hein. Et tu remarqueras ici, Johan, que je conjugue le verbe être au présent. Nous sommes Oui, déjà au moment de cette entrevue dans cette vague. clairement. Euh, quelle entreprise aujourd'hui s'attend à ce que ses employés sachent faire sur papier avec un crayon un calcul de division? Ah, aucune, certes. Mais toutes ces entreprises présupposent déjà que vous savez faire le calcul de division à l'aide d'une calculatrice ou d'un chiffrier Excel. À l'ère de l'intelligence artificielle, je suis convaincu que le sens du relationnel vers le collaborateur, vers le client, va devenir clé et va être un élément fortement différenciateur. Le souci de la qualité, le respect des engagements, la proactivité, le fait d'aller au-devant des attentes, l'anticipation aussi, le dépassement de soi. Ce savoir-être véritable ne pourra jamais être artificiel. Et plus l'IA va faire partie de notre banal quotidien, c'est-à-dire que plus la présence de l'IA aura été banalisée et va devenir pratiquement, va passer inaperçue parce que ce sera comme une casserole, ce sera comme une calculatrice, ben plus ce même savoir-être sera important. Alors, Luc, selon toi, comment les organisations peuvent-elles repositionner la valeur ajoutée de l'humain pour que la technologie soit une alliée et non une menace? Alors, je dirais que encadrement est le maître mot, hein. L'intelligence artificielle et particulièrement l'intelligence artificielle, bien plus que n'importe quelle autre nouvelle technologie. Donc, l'IA au sein d'une organisation doit absolument faire l'objet plutôt, pardon, d'un encadrement éthique et juridique. Il ne faut pas oublier le fait que tout geste posé, tout produit manufacturé, tout contenu développé et publié demeure la responsabilité de l'organisation dont le personnel de tous les niveaux demeure imputable. L'IA générative n'est pas une experte en quelque domaine que ce soit. L'IA générative ne fait que traiter vos requêtes et l'information relative. Pour l'heure, les grands robots conversationnels ont toujours un décalage avec la réalité et nul peut être garant de l'intégrité ou de l'intégralité des contenus générés. Toutes les organisations qui ont ou auront recours à l'intelligence artificielle doivent nécessairement le faire dans l'objectif ultime de réalisation de leur mission et pour optimiser leurs gains et parts de marché, mais toujours dans le respect des lois et des règlements applicables. Euh, nous sommes responsables de l'usage qu'on en fait. Et si l'IA générative sort une connerie, bon, on est quand même responsable de la connerie qui est sortie parce qu'on avait le devoir de vérifier. Je fais une analogie avec la voiture. Euh, la voiture peut frapper un cycliste, hein, mais on n'interdit pas la voiture. Cependant, son usage est encadré avec un code de la sécurité routière, entre autres. Donc, c'est la même chose avec l'IA. L'IA, on se rend compte à quel point elle va pouvoir nous aider et alléger notre quotidien, mais on va devoir encadrer son usage. Toutes celles et ceux qui seront utilisés de façon novatrice et avantageuse, l'IA, auront toujours une longueur d'avance sur la compétition. Et tant mieux. Mais il faudra que ce soit fait dans le respect, quoi. Complètement. Alors, si on prend un peu plus de hauteur et de perspective, comment tu vois évoluer la notion d'expérience employée dans les 5 à 10 prochaines années environ? À mon sens, il va devenir de plus en plus évident que les organisations qui auront véritablement, et je dis bien véritablement, c'est-à-dire au-delà des apparences, fait de l'expérience employée une priorité,
Ben, ces organisations vont voir la durée moyenne des contrats de travail qui va s'allonger substantiellement comparativement aux organisations qui n'auront pas opté pour une telle posture, hein. Une des conséquences de cela, c'est que les entreprises vont voir leur part de marché croître ainsi que leur marge bénéficiaire. Ces mêmes entreprises connaîtront beaucoup moins de conflits de travail, ça c'est un élément très important, et moins de pénurie de personnel parce que leur attractivité sera grandie. Ces entreprises vont générer une grande valeur financière, mais aussi sociétale, et elles vont susciter l'intérêt des populations. Et c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population et notamment tout un pan de population qui part, à la retraite, hein, quelque part, Ouais, ouais. beh, ça va devenir une vraie guerre des talents encore plus qu'elle n'est aujourd'hui parce que et ces enjeux d'expérience employée, ça va être un facteur déterminant, je pense, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Ça va être un enjeu vraiment déterminant et on va voir un certain retour, hein, parce que oui, il y a des départs massifs à la retraite, mais là, soudainement, ces gens qui quittent pour la retraite, qui souvent étaient des bourreaux de travail, et là, bon, évidemment, je parle en connaissance de cause, Mmh. partent à la retraite et là, ils veulent revenir au marché du travail, mais dans des conditions autres. Donc, Et oui. et c'est là où c'est je dirais que ces employés qui ont beaucoup donné reviennent dans une nouvelle posture et s'attendent à ce qu'on soit un peu plus clément pour au niveau des ajustements des conditions de travail, hein. Qu'on soit un peu plus présent, qu'on investisse davantage dans la qualité. Et on a besoin de ces gens-là parce qu'on a une pénurie. Donc, on essaie un peu de, de, de retrouver un peu de ce capital humain qui est en train de quitter, mais pour ça, il faudra adapter la posture de l'employeur. Complètement. Alors quelles tendances RH ou managériales vont selon toi, profondément transformer le lien entre les salariés et l'organisation? Ouais, la question, elle est complexe. Actuellement, on note une tendance très lourde, hein, à l'échelle mondiale. Il n'y a jamais eu, toute proportion gardée, autant de conflits de travail qu'à l'heure actuelle. Euh, et c'est pas simplement un effet post-pandémique. Il y a un climat conflictuel qui est largement répandu à l'heure actuelle. Et à mon avis, c'est en grande partie dû à une recherche de sens. Et il y a vraiment une omniprésence des confrontations. Donc, certaines, hein, en viennent à prendre en otage la population qui doit recevoir des services essentiels. Je pense au transport collectif, aux soins de santé, l'éducation, les services de courrier. Et cette omniprésence des confrontations occupe une grande part de nos préoccupations. Mais j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on a adéquatement géré nos priorités? Eh oui. Parce que la rentabilité court terme à tout prix, nonobstant les conséquences, est-ce que c'était vraiment la voie à suivre? Le défendre uniquement ses intérêts sans entrer dans une dynamique de collaboration, est-ce que c'était vraiment la voie à suivre? Je crois que le point de bascule est proche, hein. Les grandes centrales syndicales vont devoir revoir leur posture. Il n'y aura pas le choix. Il y aura des décisions qui devront être prises et des gestes qui vont devoir être posés. Entre autres, l'investissement dans l'expérience employée pourrait grandement contribuer à une plus grande paix économique sociale en ramenant un climat de travail qui est beaucoup plus propice à la collaboration qu'à la confrontation en entreprise. Nos gouvernements, nos syndicats, nos entreprises vont devoir réaliser que sans collaboration, on n'y arrivera pas. Je suis entièrement d'accord avec toi et finalement c'est une question, heu, qui touche tous les pays en fait, hein, parce que ça Oui. soit je vois en Europe, on a les mêmes problématiques, dans le continent nord-américain, même en Amérique aussi, hein, donc c'est plus un problème systémique du sens et du rapport au travail et du sens des priorités tel que tu l'évoques. Mmh. Et ça, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ce point, Johan, parce que le sens du travail, euh, lorsqu'est arrivée la pandémie et tous les travailleurs du bureau se sont retrouvés en télétravail soudainement, ben, un des effets bénéfiques, je dirais bénéfique pervers, a été que tous se sont mis à se questionner sur le sens qu'avait le travail pour eux.
Ils se sont repositionnés face à leur travail. Est-ce que mon travail occupe trop de place? Et je crois que l'impact a été beaucoup plus violent en Amérique du Nord qu'en Europe. En Europe, il y a quand même une tendance, et là, c'est peut-être un énorme préjugé parce que j'ai pas travaillé beaucoup d'années en Europe, mais il y a quand même un meilleur équilibre, je sens, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a quand même des vacances qui sont plus présentes, il y a quand même des conditions d'acceptabilité qui doivent être plus souvent négociées. Euh, le rapport au travail en Amérique du Nord n'est pas le même et je crois qu'on est un peu prisonnier de vieux patterns et la réaction ou le repositionnement du collaborateur face à son employeur, face à son travail, à son organisation, a, je crois, été dans bien des cas plus violent en Amérique du Nord qu'en Europe. Oui, tout à fait. Alors, on arrive vers la fin de notre émission. Si tu devais donner un conseil concret aux dirigeants qui ont envie de vraiment prendre le sujet de l'expérience employée à bras le corps, dès aujourd'hui, quel serait-il selon toi? Ah, ben, je vais donner une réponse de comptable. Euh, Faites votre analyse coût-bénéfice. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est-à-dire, A, trouver un nouveau collaborateur réellement compétent, puis lui transmettre tout le savoir nécessaire pour qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités, ou encore, B, investir dans une philosophie de gestion orientée employé, de manière à ce que le collaborateur se sente valorisé, reconnu, qu'il soit satisfait, qu'il contribue à faire croître vos parts de marché. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Eh oui, effectivement. Et c'est là où on rejoint au début de notre émission, la performance économique rejoint la performance sociale. Donc Oui, tout à l'analyse fait. des coûts du désengagement devient un indicateur clé économique aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on va faire une petite conclusion. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot de la fin, une petite conclusion illustre ta vision justement de l'expérience employée et, une projection que tu voudrais donner pour ceux qui nous écoutent? Ouais. Ben, premièrement, je dirais que si quelqu'un devait encore avoir des doutes sur l'importance de considérer le capital humain comme étant le plus important actif organisationnel, bon, cette personne-là, je crois, ne peut pas sincèrement être ou aspirer à être un gestionnaire. Euh, le capital humain est l'actif le plus important d'une organisation. C'est sa source d'énergie principale. S'il n'y a pas de collaborateurs, ben, il n'y a pas d'organisation. Oui, Euh, Deuxièmement, je dirais les transformations qui sont vécues par les organisations à l'ère du numérique sont le fait de ce même capital humain, encore une fois. Si l'expérience employée est véritablement optimisée, ben, il faut vous attendre à ce que les objectifs soient atteints ou même dépassés dans le cadre des transformations. Donc, cette expérience employée est absolument essentielle pour supporter la transformation, pour que l'entreprise puisse aspirer à une pérennité. Enfin, j'ajouterais, parce qu'on a parlé d'IA, puis mhm, c'est le sujet qui est comme sur toutes les lèvres depuis quelque temps déjà. Euh, je crois qu'il faut voir l'IA comme le dernier né des outils numériques qui va supporter l'expérience employée, en réduisant les tâches qui sont cléricales, qui sont abrutissantes le plus possible pour que les collaborateurs puissent s'investir davantage en valeur ajoutée. Je pense que ça fait un peu le tour, hein. oui, c'est bien synthétisé. Et est-ce que pour inspirer les auditeurs sur cet enjeu crucial de l'expérience employée, est-ce que tu auras un mot, une pensée philosophique, un mot euh, pour illustrer ce moteur de la transformation et de la performance? Ouais, j'aurais envie de te dire et à tous que ce sont pas les organisations qui font ce que les gens sont, hein, mais ce sont les gens qui font les organisations. S'il y a un déficit d'investissement dans l'expérience employée, l'organisation ne pourra que difficilement connaître une croissance à moyen ou à long terme.
Je suis entièrement, c'est une belle pensée résumée. Et est-ce que je t'invite à poursuivre la réflexion et aux auditeurs aussi sur qu'est-ce qui se passe dans vos organisations et à la lecture de cette émission, à l'écoute de cette émission, qu'est-ce que vous pouvez en tirer par rapport à une analyse dans votre organisation? Le, ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que d'adopter une philosophie de gestion orientée employé, qu'est-ce que c'est dans les faits? Ben, c'est de, c'est que chaque gestionnaire se glisse dans les chaussures de chacun de ses collaborateurs et qu'à travers ses yeux, il regarde qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience en tant qu'employé. Puis je dirais à tous les gestionnaires qui nous écoutent, essayez ça demain matin en entrant au bureau parce que ça va changer votre perspective. Je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Je suis sûr que les auditeurs aussi. C'est un sujet qui est hautement important, puis on l'a vu aussi stratégique. Je te remercie infiniment, Luc, de ta participation à cette émission. Et sachez que vous pouvez retrouver Luc voilà, dans ces espaces de communication. Il y a un bureau aussi qui va être ouvert à Paris prochainement. C'est bien ça, si je ne me trompe pas, Luc? Oui, tout à fait. C'est notre bannière AFI qui va ouvrir un bureau où on aura un ensemble de services qui va être offert à différents partenaires, collaborateurs et clients. En tout cas, une belle culture et je trouve que c'est très intéressant dans le monde qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Donc, je te remercie encore et puis au plaisir de te réinterviewer sur d'autres sujets si l'envie te dit. Ce serait un honneur. Merci infiniment, Johan. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette heure avec toi. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes de d'autres interviews tout aussi éclairants. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.